Le AM, c'est bon. Le FM, c'est bon. C'est bon. Mais entre le AM et rien du tout, Mais je l'aime, moi, elle. à la manière du 14-10. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 14-10. Exactement, 17h36 minutes. Nous avons avec nous Maître Judy Manuel présent, avocate criminaliste et spécialiste en droit de l'immigration à rebâtir. Comment ça va, Maître? Ça va bien, merci beaucoup. Et pour vous? Ça va très bien. Pour moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Mais lorsqu'on entend des nouvelles comme ce que j'ai dans le journal, je pense la presse d'aujourd'hui, l'immigration comme une arme, et ça décrit des situations de femmes migrantes qui arrivent au Canada et qui se font rouler dans la farine, mais qui subissent surtout de la violence conjugale. Mais plus que cette violence, c'est que l'immigration ne comprend pas la situation de ces femmes-là. Comment on explique cette réalité-là? Bien, c'est sûr que la façon d'expliquer la réalité, c'est que souvent ces femmes-là sont confrontées au fait qu'elles viennent ici en tant que nouvelles arrivantes et elles ne connaissent pas nécessairement leurs droits, elles ne connaissent pas les ressources qui sont offertes à elles. Parce que moi, étant avocate pour l'équipe Rebâtir, justement, nous visons à offrir des consultations juridiques gratuites à toute victime de violences conjugales, de violences sexuelles, peu importe leur statut au Canada et dans divers domaines de droit. Donc, que ce soit en matière d'immigration, que ce soit en matière de droit criminel, droit familial, droit de la jeunesse, c'est que ces personnes-là n'ont pas accès à ces ressources-là, étant donné qu'on ne leur donne pas l'information. Donc, c'est d'être pouvoir être connecté avec les ressources appropriées pour au moins leur permettre de savoir qu'elles ne sont pas sous le joug de la personne qui les a fait venir au Canada. Oui, mais nous avons des cas aussi où, à partir du moment où la personne, la femme, qui est victime de violences conjugales, violences sexuelles, porte plainte et puis on retire la demande parce que c'est des gens qui sont en attente de statut, on retire la demande. Souvent, c'est entre guillemets le bourreau, n'est-ce pas, ou le coupable d'actes criminels retire la demande et Immigration Canada va dans le sens d'une telle réaction. J'ai de la difficulté à suivre cette logique-là qui comme donne une prime à celui qui abuse d'une situation. Mais je vous avouerai que d'où la méconnaissance des droits des personnes victimes, parce que ce n'est pas automatiquement à la suite justement d'un parrainage qui est en cours que oui, si la personne décide de retirer sa demande ou d'annuler sa demande de parrainage, ça peut être justement accordé, mais par la suite, il y a des filets de sécurité, il y a d'autres demandes que ces personnes-là pourraient présenter justement si elles avaient accès aux ressources. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, un service comme le nôtre
permet d'avoir des consultations. Nous recevons des appels de diverses femmes immigrantes qui nous demandent des conseils. On peut leur donner l'information juridique justement qui leur permettent de pouvoir présenter des demandes, de pouvoir exposer justement la violence dont elles sont victimes. Il y a des permis de séjour temporaire pour les victimes de violences familiales. Donc, ça leur permet de conserver un statut si la demande est accordée. Mais il y a cette méconnaissance-là qui part du fait que les personnes n'ont pas accès à ces ressources-là. Et est-ce que c'est des organismes comme le vôtre qui ne sont pas suffisamment nombreux à Montréal? Parce que le problème se pose davantage à Montréal, mais ailleurs aussi. J'en ai vu, selon le journal, ailleurs, même à Québec, il y a de ces situations-là. Est-ce que c'est justement que ces organismes ou bien sont en manque de moyens et ne peuvent pas faire le travail aussi largement qu'ils devraient le faire, ou bien Je vous dirais, c'est une question de difficulté de langage, je ne sais pas. je vous dirais pas nécessairement parce que déjà moi, étant originaire d'Haïti, je peux donner des consultations en créole. On a un service d'interprète professionnel qui permet d'offrir des consultations dans la langue maternelle de la personne qui requiert nos services. Il y a aussi les différentes ressources. Nous recevons des femmes qui sont en maison d'hébergement. Les ressources sont bien informées de ce qu'offre l'équipe de Rebâtir, mais aussi il y a des intervenants dans les maisons d'hébergement, il y a des intervenantes au sein d'SOS Violence conjugale qui sont capables de donner ces conseils-là et de les orienter vers les acteurs du système judiciaire qui pourraient leur donner l'information requise. Donc, je ne pense pas que c'est nécessairement toujours un manque de ressources, mais c'est de diffuser l'information pour qu'elles savent que ces ressources-là existent. Alors, comme vous parlez de Rebâtir, ben, Rebâtir doit mettre de la publicité à la radio pour diffuser l'information ou, je ne sais pas, utiliser toutes sortes de réseaux sociaux ou genre, là, n'est-ce pas, pour faire en sorte que... Mais est-ce que c'est des personnes qui vont sur les réseaux sociaux? Je ne pense pas que ce soit des adeptes des réseaux sociaux, mais il faut diffuser cette information définitivement. Il y a un problème et un problème extrêmement grave parce que c'est de la vie des gens dont ça parle. Ça parle aussi non seulement d'adultes, quelquefois des enfants, hein? Tout à fait, mais je vous dis, les gens qui font des recherches sur Internet peuvent trouver notre site Internet. Comme je vous dis, on a des références de femmes en maison d'hébergement, on a différents acteurs, même les corps de police donnent notre numéro de téléphone aux victimes. Donc, je crois que la diffusion des fois, c'est pas nécessairement là parce qu'on est accessible. Des fois, on fait aussi, lorsqu'il y a des campagnes pour les journées par rapport à la violence conjugale, les avocats et avocates de notre service participent activement. Dernièrement, j'étais à Montréal-Nord juste pour donner de la publicité, des cartes. Au moins que les gens savent que s'ils nous appellent, ce sera en confidentialité. On est soumis au secret professionnel, à la confidentialité, puis on peut leur donner l'information juridique dont elles ont besoin. Mais on comprend aussi qu'à mesure que de nouvelles personnes arrivent, parce que c'est le temps où on reçoit beaucoup de migrants au Québec, eh ben, on n'arrive pas bien informé et la personne qui vit au Québec depuis quelques mois seulement va toujours manquer quelque chose, un niveau d'information que cette personne-là n'aura pas. Donc, et surtout les parrains, hein? Eux vivent au Québec depuis un certain temps et savent les trucs à utiliser pour s'en sortir et même faire du chantage à la personne qui est vulnérable et dépendante du parrain. C'est un problème, oui, ce que vous dites est vrai, c'est un manque d'information, mais c'est un problème plutôt complexe. Certes, le problème est complexe parce que c'est sûr que le parrain va maintenir la personne dans un climat de peur, va manipuler la personne justement pour qu'elle croie qu'elle n'a pas de réseau, pour que la personne lui fasse comprendre que c'est juste lui ou elle qu'elle a. Donc, la personne va avoir une crainte par rapport à son statut, va avoir une crainte par rapport aux conséquences face à sa demande, va se dire qu'elle n'a aucune autre option, aucun autre moyen de rester au Canada.
Donc, des fois, c'est justement en allant à l'extérieur, en diffusant l'information, en se rendant accessible. Des fois, c'est même par le bouche à oreille. Il y a certaines personnes qui nous disent que c'est leur ami qui les a référés. Au moins, on est capable de déconstruire ces mythes-là, ces mensonges-là qui sont véhiculés par les parents. Mais quand on rencontre de ces gens-là, de ces femmes-là, c'est de ça dont il s'agit, n'est-ce pas? De ces femmes qui sont victimes d'actes de violence conjugale et qui, en plus, ont vu leur statut comment changer du tout au tout, tous les espoirs s'envoler parce qu'il y a une demande qui est retirée, n'est-ce pas? Et Mhm. l'immigration, parce que moi-même, quand je faisais de l'immigration, il me semblait que c'était beaucoup plus difficile à enlever un engagement de manière unilatérale, n'est-ce pas? Enlever un engagement. Et là, aujourd'hui, il semble que c'est beaucoup plus facile d'enlever un engagement qu'on a pris. C'est comme un enfant, je ne veux plus de ce jouet-là et je le jette, n'est-ce pas? Alors qu'il s'agit de la vie d'une personne humaine et des fois de la vie de plusieurs personnes. C'est sûr, ben, on ne pourra pas prétendre que si une demande est en cours d'étude, qu'elle ne peut pas être retirée. Ce serait induire une personne en erreur. Mais c'est sûr que des fois, les mythes qui sont véhiculés, c'est qu'une personne qui est arrivée ici avec la résidence se fait dire que si elle dénonce la violence, si elle ose parler, qu'on va retirer le parrainage, qu'on ne respectera pas l'engagement pris auprès du gouvernement québécois, alors que c'est faux. Mais c'est sûr que si une demande est en cours de traitement, la personne qui parraine peut faire une demande d'annulation parce elle n'est pas acceptée encore, elle n'est pas encore accordée. Mais dans cette optique-là, il y a d'autres options qui se présentent aux personnes. Elles pourraient communiquer avec l'immigration, faire état de la violence dont elle est victime. Elle pourrait alors avoir peut-être une demande de résidence permanente pour motif humanitaire qui pourrait être considérée. Comme je vous disais tout à l'heure, il pourrait y avoir un permis de séjour temporaire pour victimes de violences familiales. Mais c'est au moins de leur donner la chance de s'extirper de ce climat de Absolument. violence et de terreur pour leur donner une chance parce que je ne conseillerais jamais à une victime de rester dans un tel environnement alors que sa vie peut être en danger. Absolument. Alors, c'est vous la spécialiste en droit de l'immigration. Maintenant, vous avez dit que ça serait mentir que de dire à quelqu'un que la personne qui a fait une demande de parrainage en faveur de quelqu'un d'autre ne peut pas enlever sa demande. Quelles sont les règles pour enlever une demande? Parce que il me semblait qu'on ne permettait pas vraiment tout d'égo de dire non, 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 alors qu'on est marié, on veut faire la demande, j'enlève la demande tout simplement sans explication et puis la demande est enlevée. Quelles sont les règles pour enlever une demande lorsqu'on a pris l'engagement de parrainer quelqu'un? Ben, vous comprendrez que s'il n'est pas légiféré, mais ça peut être pour une question de fraude. Les personnes peuvent alléguer qu'il y a eu fraude par rapport à leur mariage. Les personnes pourraient alléguer justement qu'elles ont elles-mêmes été victimes de violences. Ça dépend des allégations et comment ça va être traité par l'immigration. Je ne dis pas que ça va être nécessairement automatique, mais moi, je me place plus du côté de la victime. Je ne peux pas me dire qu'une personne va rester là en se disant l'autre peut retirer son parrainage. Je suis plus dans l'optique de les personnes qui viennent, qui font appel à nous, comment est-ce que moi je peux les conseiller pour justement dire, parce qu'il faut toujours être honnête envers l'immigration. Si une personne est victime de violence, qu'elle décide de quitter, la personne va dire, je ne suis plus en relation, il y a peut-être eu séparation, donc elle ne remplirait même plus le critère pour le parrainage d'un époux. Vous comprenez ce que je veux dire? Hmm. Mais au moins, pour donner le conseil à la personne qui a besoin d'aide, qui est dans une situation précaire, de voir la prochaine étape, la prochaine option, afin justement d'être protégé, d'être rassuré, d'être sécurisé et de voir qu'est-ce qui peut être fait au niveau des migrations à ce moment-là. Alors maintenant, dites-nous, cet organisme un peu rebâtir en quelques mots, ça permet à une personne qui vit des difficultés, surtout des femmes, de pouvoir se rebâtir, donner un coup de pouce, oui, repartir à nouveau. Ben, ça permet d'avoir des consultations
juridiques données par des avocats dans différents domaines de droit, que ce soit le droit familial, le droit criminel, le droit de l'immigration, le droit du logement même. Ça peut être en droit de la jeunesse, quand les gens ont justement des enfants. Ça permet au moins de savoir que peu importe leur statut au Canada, peu importe leur revenu, depuis qu'elles résident au Québec, hommes ou femmes, peuvent appeler. Elles ont droit à 4 heures de consultation gratuite. Et on peut avoir des co-consultations. Moi, je peux donner des informations en droit de l'immigration, en droit criminel et faire appel à une collègue qui donne qui est experte en droit familial, en droit du logement. Ça peut même être en droit administratif, au moins pour pouvoir donner cette information-là et savoir qu'elles ont le pouvoir d'avancer et d'avoir accès justement à la justice. Maître Judy Manuel présent, avocate criminaliste et spécialiste en droit de l'immigration, je vous remercie d'avoir pris Merci du à temps vous. de nous parler et puis j'espère qu'on se reparle. J'espère aussi, portez-vous bien. Merci, merci, au revoir. Au revoir.